Bienvenue dans cette série de webinaires. C'est une saga organisée par Beau French Tech et EPSA Innovation qui va se dérouler en 5 épisodes entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Aujourd'hui, donc, j'ai la chance d'animer le premier épisode qui concerne la compréhension du financement non dilutif et quels sont les aspects stratégiques que ces financements peuvent avoir pour votre startup. Donc, je me présente, je suis Charles-Antoine. Je suis le directeur général de 3i Financement. 3i, on est un cabinet qui a rejoint le groupe EPSA en 2019 avec une intégration progressive. Et depuis plus de 10 ans, on a une expertise reconnue sur la recherche et l'obtention de financement non dilutif. On travaille avec BPI, les régions, l'Europe, les banques, des fonds de dette. Et évidemment, tout ça dépend de votre projet, votre maturité pour savoir quoi activer à quel moment, avec quel financeur et bien sûr évaluer les montants qu'on peut aller chercher pour chacun de ces dispositifs. Pour information, donc là, on va faire une présentation pendant 20 minutes. Je vais vous parler des financements non dilutifs, quelle est leur évolution, les marchés à identifier, etc. Et on passera les 10 dernières minutes sur des questions. Donc, vous avez au sein du webinaire la possibilité de poser les questions. Soit j'ai la possibilité d'y répondre en cours de route, soit on les reprendra à la fin pour que tout le monde puisse avoir un maximum d'informations condensées. Au niveau de votre société, je parlais de maturité juste avant. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que lorsqu'on parle de non dilutif, c'est un terme un peu barbare, c'est tout ce qui va recouper dans les logiques de subvention, dette et ou dispositifs fiscaux type crédit d'impôt recherche et autres qui vont ne pas changer votre capital, votre table de capitalisation, mais avoir un impact sur votre trésorerie. Avec en opposé le dilutif. On parle souvent dans le dilutif d'equity, d'investissement, de levée de fonds, etc. Je vais d'abord dire un mot sur tout ce qui est dilutif parce que c'est généralement ce qui a la primeur dans les médias, dans la communication. On parle souvent de levée de fonds de différents niveaux. Ces niveaux, ils sont très spécifiques à votre projet. Parfois, on parle de pré-seed, seed, série A, série B, série C, etc. Et en fait, c'est lié à votre stade de maturité, plus qu'à un montant. C'est pour ça que j'ai donné sur la slide qui apparaît sous vos yeux des montants théoriques de levée. Sachez que vous avez des sociétés en pré-seed qui lèvent plusieurs millions d'euros, alors que pour d'autres, c'est quelques dizaines de milliers d'euros. Ça va dépendre du besoin que la société va avoir pour soit développer son offre, la première brique, les premières réalisations de recherche et développement ou même de commercialisation. Et est-ce qu'on parle de développement par rapport juste à un produit et ou sur une zone géographique spécifique à un marché, ou si on va plus loin. Pourquoi est-ce que j'insiste sur la partie dilutive? C'est parce qu'elle est concomitante au non dilutif. On ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Vous pouvez très bien ne jamais lever de fonds et parler de non dilutif, mais ça nécessitera d'avoir une structuration financière qui est cohérente. On parle souvent de fonds propres. Alors, je ne sais pas si c'est un terme avec lequel vous êtes familier. Les fonds propres, c'est lorsque vous créez une société et que vous la développez. C'est une accumulation de votre historique entre le capital que vous avez mis à la création, on parle de capital social. Si vous levez des fonds, on va parler de primes d'émission qui vont s'ajouter à ce capital social. Et ensuite, pour simplifier, vous allez avoir ce que vous gagnez et ce que vous perdez au fil des années qui vont s'accumuler et vous donner votre niveau de fonds propres. Théoriquement, le niveau de non dilutif que vous allez pouvoir obtenir dans une situation où vous ne dégagez pas forcément de rentabilité, ça va être votre niveau de fonds propres. Donc, si vous avez par exemple levé 1 million d'euros, vous n'avez pas encore clôturé votre premier exercice fiscal, que vous avez ni gain ni perte, théoriquement, le maximum que vous allez pouvoir obtenir, c'est le fameux 1 pour 1, donc 1 million d'euros dans mon exemple. C'est pour ça qu'on va souvent essayer de comprendre, en fonction de votre phase, qu'est-ce que vous avez pu avoir dans l'idée où vous levez des fonds comme type d'investisseur et à quel moment de votre développement ces investisseurs sont rentrés pour bien comprendre les effets de levier que vous allez pouvoir avoir. Le 1 pour 1 est très théorique. Parfois, il est dépassé, c'est très rare. Et souvent, il n'est pas réalisé. Plus la levée est importante, plus l'effet de levier en pourcentage sera faible,
Par contre, dans l'absolu, le montant sera important. Je vous fais un exemple. Dans une phase de création, des business angels, c'est-à-dire des investisseurs personnes physiques, à titre individuel, vont investir dans votre société, soit via leur holding, mais généralement, c'est des petits porteurs qui mettent quelques dizaines de milliers d'euros ou quelques centaines, mais c'est rarement plus. Ces personnes ayant investi dans la société, vous allez chercher à faire un effet de levier. Et cet effet de levier sur une phase de vraiment de création, sous la barre des 1 million, 1,5 million d'euros, va vraiment pouvoir se rapprocher du 1 pour 1. Par exemple, si on parle d'un investissement de 50 000 euros auprès d'investisseurs, vous avez des aides à la faisabilité qui se situent entre 30 et 50 000 euros. C'est de la subvention et c'est intégralement corrélé à vos fonds propres. Donc, vous allez pouvoir matcher le 1 pour 1. Il y a une question sous-jacente sur pourquoi ce 1 pour 1, pourquoi c'est limité au niveau de levée que vous allez faire, ou au niveau de fonds propres, pardon. Déjà, il y a un cadre légal. On veut éviter au niveau de l'État, des collectivités, de l'Europe, de créer des situations de dumping. Pourquoi? Parce que vous avez déjà dû entendre les histoires de Airbus avec l'Europe et les États-Unis et Boeing en contrepartie, où chacun annonce que les États aident trop la société, donc ça crée des situations de concurrence qui ne sont pas normales. Dans ces situations-là, pour avoir un cadre correct, on dit que l'État et toutes les branches armées de l'État, collectivités, Europe, régions, etc., ne doivent pas faire plus que l'actionnaire, au sens large. L'actionnaire, ça va être vous, en tant que porteur de projet, que vous soyez, peu importe le statut, une URL, une SASU, une SS à plusieurs, etc. Il y a des spécificités, on va en parler. Mais lorsque vous faites rentrer des investisseurs, c'est le rôle de l'actionnaire toujours au sens large. Et ensuite, le fonctionnement normal de la société, gain ou perte, ce que je vous ai expliqué dans la constitution des fonds propres, va faire le garde-fou du maximum que va pouvoir mener les financeurs sur votre société. Donc, dans votre stratégie, vous devez comprendre que si votre projet nécessite, par exemple, 100 000 euros de dépenses et que vous avez à titre personnel ou avec vos associés que 50 000 euros, c'est est-ce que je peux aller chercher des financements supplémentaires auprès des collectivités ou autres? La réponse est oui, mais ça va être conditionné à votre typologie de projet. Pourquoi la typologie de projet? Parce que si on s'intéresse aux phases de création, on se rend compte que les financeurs ont une appétence différente si vous allez sur une logique de montage de projet lié par exemple à un commerce traditionnel, par exemple à un commerce de bouche, ou alors si vous allez développer une solution avec un minimum de R&D de technologie. Dans une logique de souveraineté, de développement, d'offres concurrentielles, etc., il y a un panel d'aide qui est beaucoup plus importante côté tech que côté commerce traditionnel, activité professionnelle traditionnelle. Et nécessairement, vous allez avoir un accueil, on va dire, beaucoup plus favorable si votre structuration, elle n'est pas unipersonnelle. Vous êtes une société, par exemple, en SAS avec des associés, parce qu'ils ont besoin, dans les premières années, d'avoir une conviction aussi bien sur la qualité de la proposition de valeur que vous allez apporter que de qui monte le projet. Lorsque vous le faites seul, potentiellement, vous n'êtes pas pluridisciplinaire. C'est très rare d'ailleurs d'être bon partout. Alors que quand vous êtes plusieurs associés, ils vont avoir une compréhension de qui apporte une expertise sur quel domaine. Donc généralement, c'est mieux vécu. Et si je fais une petite digression sur, d'ailleurs qui n'en est pas une au vu de la thématique d'aujourd'hui, vous avez des prêts d'honneur qui peuvent être appliqués à la création de la société. On n'en parle pas dans les slides qui sont annoncés, mais par exemple, quand vous allez vous lancer en Île-de-France, vous avez des incubateurs parapublics, paraprivés, ça dépend un petit peu d'où les dotations qu'ils ont proviennent. J'en cite un par exemple, vous avez Wilco en Île-de-France. Wilco va pouvoir apporter jusqu'à 30 000 euros par associé. Vous êtes mono-associé dans une structure URL ou SASU, vous êtes capé à 30 000 euros de prêt d'honneur. Vous êtes 3 associés, vous pouvez monter à 90 000. Donc déjà, c'est sur une configuration qui est un petit peu différente. Ça, je ferme la parenthèse sur les prêts d'honneur. Donc, dans votre stratégie, avoir une très bonne compréhension de vos fonds propres, qui est votre limite garde-fou de ce que vous pouvez avoir, est très importante. Ensuite, c'est de savoir à quel moment je dois activer quoi et est-ce qu'il y a un phénomène potentiel de cannibalisation entre les différents dispositifs. Si vous regardez la première colonne que j'ai mise sur la création,
vous avez des dispositifs qui vont se reporter d'une phase de développement à l'autre, et d'autres pas du tout. La bourse French Tech, qui est mon premier exemple, qui est une aide à la faisabilité, c'est un dispositif qui se déclenche que sur la première année. On rencontre souvent des prospects, des clients qui viennent nous voir, qui ont dépassé 1 an pour commencer à s'intéresser au financement non dilutif, et donc ils passent à côté de l'opportunité d'aller chercher cette bourse French Tech. Cette bourse French Tech, c'est entre officiellement 50 000 euros et sinon 30 000 euros. Ils ont rehaussé, pour information, il y a moins d'1 an, le niveau d'intervention à 50 000 euros. Dans les faits, c'est extrêmement rare, c'est la BPI qui le diffuse, que la BPI déploie plus de 30 000 euros sur sa aide à la faisabilité. Pourquoi? Parce que c'est une aide qui est très largement diffusée et que le premier enjeu de la BPI, c'est de pouvoir aider un maximum de sociétés éligibles à pouvoir passer cet écueil du développement des premières phases de leurs produits tech. Donc la bourse French Tech, 30 000 euros. Vous devez apporter dans votre société pour obtenir ces 30 000 euros au moins 25 000 euros en fonds propres, quasi-fonds propres. Alors les quasi-fonds propres, je vous en ai pas parlé juste avant, c'est cette notion d'apport en compte courant que vous pouvez avoir. C'est-à-dire vous avez 10 000 euros de capital social, vous apportez 20 000 euros ou 15 000 euros de compte courant associé. L'avantage que vous pouvez avoir de jouer en quasi-fonds propres sur ce produit-là spécifiquement, c'est qu'une fois que vous avez bien réalisé les dépenses éligibles pour débloquer par tranche la bourse French Tech, c'est une tranche de 21 000 euros, une tranche de 9 000 euros, ces deux tranches étant conditionnées d'abord à l'obtention, puis à la bonne réalisation des dépenses. C'est souvent le pendant des subventions de le faire sous condition de la bonne réalisation des dépenses. Et ben, une fois que vous avez mené à bien le programme, potentiellement, ces 15-20 000 euros que vous avez apportés dans votre structure, grâce au compte courant d'associé, vous allez pouvoir le récupérer et ne pas conserver de la trésorerie dont vous n'avez potentiellement pas besoin dans la société une fois que vous avez mené le programme. Donc, 1 an, moins d'1 an pour mener ce programme en 2 tranches. Tout ce qui est logique de prêt, c'est hyper important. Vous avez sur certains également des logiques de date d'activation. Par exemple, le prêt d'amorçage est très connu dans l'univers French Tech parce que c'est un effet de levier quasi automatiquement exploré lorsque vous réalisez une levée de fonds. C'est un produit qui doit être déclenché dans les 6 mois maximum qui suivent votre levée de fonds et c'est un produit qui est lié à votre amorçage commercial et non pas à la technologie. Donc, ça veut dire, pour une société qui lève des fonds et qui n'est pas forcément avec un programme R&D très musclé ou très dense dans la durée, bah, c'est l'occasion de faire un effet de levier sur le fait que vous avez développé une solution, vous avez levé des fonds, vous avez besoin d'aborder votre marché et de le diffuser, et que dans cette logique-là, BPI vous fait un effet de levier dessus. Généralement, cet effet de levier, il va être compris entre 20 et 50% du montant de votre levée. Il a des caractéristiques assez agréables parce que vous avez 3 ans de différé avant de commencer à le rembourser. Par contre, le taux est relativement élevé. On est à près de 8%. Donc, il y a aussi le coût d'opportunité de se poser la question de se dire, lorsque je mène ma logique de levée de fonds non dilutifs, quel est le coût associé à chacun des dispositifs et est-ce que je prends tel produit en un autre. Si je le mets en parallèle avec le prêt innovation R&D que je présente, le prêt innovation R&D, il n'a pas de logique de temporalité. Est-ce qu'il doit être dans les 6 mois ou 12 mois après la levée? Il a une logique de R&D, de roadmap technique, et donc de pouvoir montrer que ce que vous allez dépenser dans les 12, 18, 24 mois suite à une opération de levée de fonds ou même dans votre développement, mais vous avez la capacité en fonds propres de prendre la dette, de réaliser ces dépenses. Les dépenses, ça va être souvent des dépenses immatérielles, soit des recrutements sur des postes techniques, produits, soit de la sous-traitance sur ces mêmes dépenses, mais avec des contreparties françaises, évidemment. Tout ce qui est financement non dilutif public, parce que là, je parle surtout du public, va être lié à la création de valeur sur le territoire métropolitain, outre-mer, mais en tout cas français. Si vous souhaitez sous-traiter votre technique en Estonie, oui, c'est européen, mais ça ne va pas rentrer dans les cases du financeur public. Ce produit, il est limite, à titre personnel, je vais le considérer comme plus bénéfique que le prêt d'amorçage.
parce qu'il a 2 à 3 ans de différé. La plupart du temps, c'est 2 ans. On peut monter à 3 ans, mais c'est 2 ans. Mais surtout, c'est que le taux est moitié moins cher. On est à moins de 4% sur le prix innovation R&D. À titre d'exemple, pour qu'on comprenne bien l'importance du taux par rapport au différé, parce que le taux n'a pas toujours un impact direct, mais quand on parle de différé d'amortissement, ça veut dire que vous allez avoir un temps, 2, 3 ans avant de commencer à rembourser, mais pendant les 2-3 ans, vous allez commencer à payer des intérêts sur la somme du capital restant dû. Capital restant dû ne diminuant pas pendant 2-3 ans tant que vous n'avez pas commencé à amortir. Ce qui veut dire que à même montant, par exemple, je prends 1 million d'euros sur du pays R&D, 1 million d'euros sur du prêt d'amorçage, vous allez avoir du simple au double en termes de coût d'intérêt. Vous allez être dans les 200 000 euros sur du pays R&D à un taux d'un peu moins de 4% et à plus de 400 000 euros sur du prêt d'amorçage. Donc ça veut dire que quand vous avez 400 000 euros d'intérêt pour du prêt d'amorçage sur la durée de vie du financement, donc 3 ans de différé, 5 ans d'amortissement, le coût d'opportunité est de 40%. Un peu plus de 40% d'intérêt. Vous allez bien toucher 1 million d'euros, mais ça va vous coûter plus de 400 000 euros. Donc c'est à considérer aussi dans votre consommation de cash que vous allez faire, etc. Ensuite, prenez toujours en compte dans votre stratégie non dilutive de vous dire oui, ça m'empêche de me diluer plus que nécessaire. Donc, de se dire je ne lève pas 1,5 million, mais je lève 1 million parce que je vais avoir 500 000 de non dilutif. Donc, pour avoir la même somme, je vais maîtriser ma table de capitalisation. Néanmoins, on n'a pas tous le même besoin en financement au même moment. Ce que vous allez lever auprès d'investisseurs, hormis ce qu'ils attendent en retour sur investissement, ce n'est pas amortissable. Vous n'allez pas avoir cette logique de devoir rendre le cash. Et si je le compare à la subvention où vous ne le rendez pas non plus, vous n'avez pas la contrainte de vous dire que vous devez suivre un programme de dépenses très précis. Souvent, on a tendance à favoriser les subventions à la dette en se disant bah, c'est super, je n'ai pas à rembourser. Je vous demande juste d'être très précautionneux là-dessus. La subvention, c'est génial, mais la subvention, ça vous demande d'être techniquement très précautionneux sur qu'est-ce que vous allez dépenser à quel moment. Je fais un exemple. Vous avez, par exemple, on les présente, un iInnov, un iLab ou un iDemo. Vous avez une roadmap de dépenses très précise que vous allez présenter pour obtenir le financement. Le financement étant un décaissement par tranche. Vous avez la première tranche à l'accord et ensuite des tranches en fonction de l'état d'avancement du programme. Si vous avez la contrainte ou l'opportunité de pivoter votre modèle économique, potentiellement réduire vos effectifs pour vous adapter à vos contraintes de dépenses, ou alors changer complètement la typologie d'investissement que vous allez faire, bah, vous allez potentiellement, à nouveau, j'utilise beaucoup ce mot, excusez-moi, vous retrouver dans ce qu'on appelle l'enfer kafkaïen de l'administration, où vous ne pourrez pas clôturer le programme parce que vous n'aurez pas la possibilité de faire les bonnes dépenses pour aller jusqu'au bout. Et vous aurez un vrai coup d'opportunité de pouvoir lancer un nouveau dispositif parce que quand on ne clôture pas un premier dispositif, c'est compliqué d'en lancer un nouveau. Vous allez avoir le financeur qui vous attend en disant bah, on vous a déjà aidé, allez jusqu'au bout de cette aide-là avant qu'on en considère une autre. Cette notion de considération d'aller au bout d'un programme, elle est obligatoire et nécessaire sur la subvention. C'est des garde-fous pour l'État et pour vous, c'est de vous dire que je dépense bien ce qu'on attend de moi. Elle est aussi applicable sur les prêts, mais pas de la même manière. Les prêts, d'accord, vous devez les rembourser. Vous allez présenter des dépenses prévisionnelles. Vous réalisez ou non ces dépenses, vous avez eu le financement dès l'accord. Et ensuite, vous allez l'amortir. Par contre, vous allez pouvoir, contrairement à des dispositifs de subvention, demander plusieurs fois le même dispositif de prêt. Je m'explique, vous êtes lauréat iLab, c'est une très bonne nouvelle. Vous allez au bout du programme. La probabilité que vous soyez 2 fois lauréat iLab, normalement, elle n'existe pas. Par contre, vous obtenez un prêt innovation R&D, vous pouvez en redemander un dès que vous avez fini de réaliser les dépenses sur le premier programme. Parce que vous allez présenter, j'ai une bêtise, le développement d'un algorithme à l'aide de l'IA qui vous permet de faire du matching entre des repreneurs de sociétés et des personnes voulant céder. Très bien, il y a toute une plateforme, etc. Donc, vous allez réaliser les dépenses, vous allez montrer que les fonctionnalités ont bien été faites.
je retourne voir BPI et je lui propose, voilà, j'ai un nouveau programme de dépenses qui est toujours dans une logique R&D pour ma solution. BPI va pouvoir intervenir sous réserve, à nouveau, de se dire, est-ce que j'ai bien les fonds propres nécessaires? Sachant que vos fonds propres, ne sont pas absolus. Chaque année, vous gagnez ou vous perdez de l'argent si vous ne levez pas des fonds. Ça va augmenter ou réduire vos fonds propres. Et deuxièmement, les fonds propres, dans l'analyse du financeur, c'est toujours netté de la dette. De la dette et pas de la subvention. Je m'explique. Vous êtes dans la situation, je reviens sur ma slide d'avant, d'avoir fait une première levée de fonds à la création d'1 million d'euros. Sur ce million d'euros, vous avez obtenu 500 000 euros de dette, répartie par exemple intégralement sur BPI parce que vous êtes encore dans la phase de R&D, découverte de votre marché, pas encore forcément de chiffre d'affaires. Donc, c'est BPI principalement qui va intervenir, qui va vous mettre 500 000 euros, répartis par exemple aux 2/3 à 300 000 euros sur la phase de R&D et 200 000 euros sur la phase d'amorçage. Sur cette logique-là, vous arrivez 1 an plus tard sur la logique de vous relever des fonds. Vous allez vous dire, bon bah super, je relève dans l'exemple que je vous donne 2 millions d'euros. Donc théoriquement, on pourrait se dire que vous avez 3 millions d'euros, mais la première année, vous avez perdu 1 million d'euros. Donc il vous reste, si je suis ma logique, 2 millions d'euros de fonds propres, mais vous avez toujours vos 500 000 de dette. Parce que du fait des différés de BPI, vous ne les avez pas amortis, vous avez toujours 500 000 de dette. Donc vos fonds propres disponibles ne sont plus de 2 millions d'euros pour le financeur, mais d'1,5 million. Et ça, vous le cumulez en permanence. Donc parfois, vous pouvez lever des fonds, mais être inéligible à l'accompagnement des financeurs parce que vous avez trop de dettes par rapport à vos fonds propres. C'est ce qu'on appelle le gearing, le rapport dette sur fonds propres. Il faut impérativement qu'il soit supérieur à 1 pour rentrer dans une logique d'effet de levier. Si je continue, parce que je sais que le temps passe, dans la logique des différents dispositifs, donc tout ce qui est création, je le simplifie, mais c'est on vous aide à développer un produit, on vous aide à trouver votre marché domestique. En amorçage, vous réalisez du chiffre d'affaires. C'est ça la logique. Amorçage, j'ai montré que j'avais un marché, je fais du chiffre d'affaires. Premier acteur qui va être intéressé que vous fassiez du chiffre d'affaires, potentiellement, c'est votre banque. Là où vous avez domicilié vos levées de fonds, là où vous activez vos revenus. Cette banque, elle n'a pas du tout le même rôle, il est complémentaire par rapport à BPI, collectivités, régions et autres. C'est que il n'a pas une appétence particulière à financer votre R&D. Par contre, il a une appétence très réelle à développer votre croissance, que qui dit croissance, ça va lier à un abondement des flux de son côté, une augmentation de votre trésorerie, tout ce qui est vertueux dans la croissance d'une société. La banque intervient soit seule, soit avec BPI, BPI côté innovation ou BPI cofinancement. La logique de la banque, c'est de se dire, je finance ce que le BPI ne finance pas. La logique de BPI cofinancement, c'est de se dire, je finance ce que la banque finance, mais qu'à partir du moment où la société a une maturité technique et comptable. Pour s'en assurer, son premier garde-fou, elle va vous demander d'avoir 3 ans d'existence. Vous avez 3 liasses fiscales. OK, BPI cofinancement peut regarder. Et contrairement à l'innovation où elle accepte que vous soyez en perte, BPI cofinancement va regarder est-ce que vous êtes quasi à rentable ou rentable. La logique de cofinancement, c'est de se dire que la banque met 1 million d'euros, dans un exemple, BPI au maximum mettra 1 million d'euros. C'est vraiment, je mets 1 pour 1, mais par rapport à mon cofinanceur. Et j'ai la logique des fonds propres est toujours respectée, mais dans une logique de croissance. C'est-à-dire qu'on va pouvoir anticiper vos fonds propres en augmentation parce que vous allez augmenter votre rentabilité et donc vos fonds propres. Toujours dans cette logique d'amorçage, vous êtes donc soit à faire du chiffre d'affaires avec de la rentabilité ou pas. Vous allez vous dire, mon marché domestique métropolitain ou dom-tom est trop petit, j'ai besoin de commencer à vendre aux États-Unis, ailleurs. Et c'est là où BPI a un dispositif sur l'international qu'on appelle l'assurance prospection, qui va vous demander, pour l'activer, peu importe que vous fassiez du chiffre d'affaires dès la première année ou que vous soyez avec des fonds propres conséquents, le garde-fou, c'est il vous faut une première liasse fiscale. BPI, sur ce dispositif-là, il est magique, je vais vous le présenter très rapidement après, a besoin que vous ayez montré que vous fassiez du chiffre d'affaires sur une liasse fiscale au moins sur 12 mois d'activité. Une fois que vous avez passé cet écueil de logique de première clôture, c'est vraiment un produit si dans les différentes activités que vous êtes en train de développer, où vous faites
idéalement un produit physique dont la valeur ajoutée est majoritairement en France. Par exemple, ça peut être des chaussures produites au Portugal, mais dont le design, la marque, etc. est fait en France, et on arrive à montrer que la valeur ajoutée est faite en France. Idéalement, tout est produit en France. Et bien, c'est un dispositif où vous allez avoir, dans une logique de 2 tranches, à l'accord, vous présentez un budget qui montre que vous allez dépenser sur un pays cible X centaines de milliers d'euros. Ce montant-là va être supporté à 60% par la BPI. Donc, 120 000 euros vont être pris en charge par BPI en 2 tranches, 50% à l'accord. Vous avez 60 000 euros. Vous avez ensuite jusqu'à 4 ans de prospection, c'est-à-dire pour montrer que dans le pays cible, vous arrivez à créer de l'activité. Les dépenses éligibles là-dessus, ça va être le recrutement en France de personnes dédiées au développement sur le pays, les dépenses marketing physique ou digital pour y aller, la participation à des salons, le recrutement localement, etc. Et une fois que vous avez fait toutes ces dépenses pendant maximum 4 ans, on vous donne la deuxième tranche. Vous aurez bien été accompagné à 60%. Et ensuite, pendant 4 ans, vous allez avoir 2 ans de différé, et ensuite, avant de rembourser, et ensuite, pendant 4 ans, vous amortissez. Donc, c'est un programme au maximum pendant 9 ans, et vous pouvez le relancer tous les ans sur de nouveaux pays. Donc, c'est vraiment un produit récurrent qui est vraiment génial. Évidemment, je regarde l'heure parce que on avance. Quand vous êtes en phase de développement, et on pourra faire sur les questions, vous avez toutes les logiques toujours bancaires, mais également de transmission, de croissance externe pour acquérir d'autres cibles, de faire de la consolidation. C'est vraiment plus des logiques de cash flow que de technologie, parce que vous arrivez peut-être à un moment donné où la BPI vous accompagne plus. Je m'arrête là sur la logique de divulgation d'informations. Je me rends compte que le temps passe très vite. Et donc, si vous avez des questions, je vais regarder avec grand plaisir pour y répondre. Et si vous n'en avez pas, je peux continuer mes explications, parce que j'en ai encore beaucoup. Est-ce que sur toutes les notions comptables, fonds propres, quasi-fonds propres, vous êtes à l'aise? Est-ce que vous voulez qu'on rentre dans des exemples précis si une levée est d'une telle maturité, ou sur la structure juridique de votre société, pour pouvoir vraiment vous donner des cas concrets? Parce qu'on a survolé entre théorie et exemple, mais ça peut être l'occasion d'y répondre plus précisément. Et si vous n'avez pas de questions, je terminerai sur la logique de se dire que tout ce que vous allez pouvoir mener en termes d'activation de fonds propres et quasi-fonds propres, c'est la question centrale, c'est votre trésorerie. Pourquoi vous avez besoin de faire une opération de levée de fonds, ou pourquoi vous avez besoin de lever des fonds non dilutifs? C'est parce que vous avez besoin de trésorerie, soit pour recruter, soit pour payer les licences auprès d'outils, pour la sous-traitance, pour vous développer. Et maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que vous pouvez obtenir, à quel moment, pour faire quoi. Mon rôle au quotidien avec nos équipes, c'est de vous dire à tel moment, qu'est-ce que tu peux faire ou pas faire, pourquoi tu peux le faire, et évidemment pourquoi tu ne peux pas le faire. C'est très important de comprendre les limites d'une situation où on se trouve, parce que c'est le meilleur moyen, si c'est la stratégie, d'aller vers la position où on est éligible pour le faire. Voilà. Si pas de questions, on pourra communiquer soit via vos French Tech, soit via EPSA Innovation ou 3i pour aller dans les cas spécifiques de vos propres projets. Je regarde. Et vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions, mais j'en vois pas encore. Et bien, si c'est tout, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir d'échanger sur tout ce qui concerne les financements non dilutifs ou dilutifs à l'occasion. À très bientôt.